Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux inventeurs isérois sur ce plateau, Benoît Berthet et Jean-Pierre Aquadreau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter dans quelques instants votre invention qui vous a valu une médaille d'or au célèbre concours Lépine et qui devrait intéresser bon nombre de musiciens. Avec nous également une jeune écrivaine, Nina Salomon. Bonjour Nina. Bonjour. Alors, Nina a tout juste 15 ans, une passion pour l'écriture qui t'a poussé à écrire très jeune. Tu as publié ce premier roman, tu avais tout juste 14 ans, 1935, on en parlera tout à l'heure. Tu l'as écrit comme beaucoup pendant le confinement, il fallait s'occuper pendant cette période assez calme. Et puis on profitera également dans cette émission des conseils diététiques de Cédric Berthomier. Bonjour Cédric. Bonjour. Oui, Cédric, on va parler d'arthrose, un mal des articulations qui se réveille notamment en période de froid. Vous souffrez pas trop d'arthrose, Benoît? Pas trop, ça va. Jean-Pierre? Parfois. En France, il y en a comme 10 millions qui sont atteints, donc c'est quand même, ça touche du monde. Hein. Vous seriez dans une grande minorité si c'était le cas. Alors Benoît Berthet, c'est un nom, je pense, qui parle à beaucoup d'amateurs de musique sur l'agglomération grenobloise. J'ai envie de dire que vous faites partie un peu des meubles, des institutions locales. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes établi. Ça fait 37 ans que je vais installer à Gières, dans mon magasin de musique, où je vends et je répare des instruments à vent et des pianos. Spécialisé dans ces deux types d'instruments. Oui, on a aussi un luthier guitare qui est là depuis 4-5 ans avec moi, mais ça fait donc 37 ans que je répare, on est vraiment spécialiste dans l'entretien, dans le service direct aux instruments. Toute la gamme des instruments à vent, clarinette, saxophone, hautbois, basson, et les pianos aussi. Là, on voit justement quelques images de l'atelier. Ça s'abîme beaucoup les instruments de musique, ça a besoin d'être réparé fréquemment? C'est vrai, c'est de la mécanique. Vous avez beaucoup de mécanique. Toutes ces clés sont axées. Enfin, il y a des axes, de l'huile, des tampons. Là, vous voyez des tampons de flûte jaunes. Et l'humidité, justement, abîme ces tampons. Et si on ne les sèche pas régulièrement, ou si on ne nettoie pas l'instrument régulièrement, l'instrument s'endommage un petit peu. Surtout le bois de la clarinette. Il faut l'entretenir régulièrement. Voilà. Alors, vous êtes musicien, vous vendez des instruments, vous les réparez, oui. Vous les accordez également. Et puis, depuis quelques jours, on peut rajouter une ligne au CV. Vous êtes devenu un inventeur, médaille d'or au concours Lépine. Avec Jean-Pierre Aquadreau, vous étiez en duo à ce concours. Alors, on était même en trio. Vous étiez en trio. Oui. On a le duo ce soir, et puis on a la preuve que vous avez remporté cette médaille d'or avec cet imposant diplôme. Jean-Pierre, c'est là aussi une institution, le concours Lépine. Oui, mais le concours Lépine, c'est un peu un rêve de gosse. C'est le temple, c'est le temple de l'invention depuis 120 ans. Eh bien, il y a eu énormément d'inventions qui sont sorties. Le moteur à deux temps, pas le réfrigérateur, l'aspirateur, la cocotte minute. Donc c'est devenu vraiment le temple de l'invention. Et c'était vraiment, pour nous, un rêve de gosse. C'était votre première participation, j'imagine, à ce concours. Alors il y a le diplôme, il y a la médaille aussi. Il y a la médaille. Médaille d'or, parce que tout le monde ne ressort pas médaillé. Et même parmi les médaillés, il y a comme pour les Jeux Olympiques, les différentes catégories. Donc on peut dire que votre invention a fonctionné. Il y avait plus de 300 environ, porteurs de projets cette année sur l'édition 2021. Mais il n'y avait pas eu l'année dernière, à cause du Covid, il n'y avait pas eu le concours. Voilà. Alors vous avez été primé pour le Moonlight, qui est un appareil dont vous allez nous expliquer en quoi il sert. C'est vous, Jean-Pierre, qui êtes un peu à l'origine de cette idée? Oui. Si je peux vous donner juste une petite anecdote. Il y a 5 ans, Jean-Pierre vient me voir en me disant « Benoît, je veux faire du saxophone ». Et je lui dis « Ok, je vends un beau saxo ».
Et puis je lui dis, il faut bien nettoyer matin, midi et soir, tout le temps quand tu joues. Oui, bien sûr. Puis au bout d'un mois, il revient me voir en me disant, écoute, je joue le matin, je joue à midi, je joue le soir. Il faut passer les couvillons, il y a de la bave de partout, je ne sais pas comment faire. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris un ventilateur d'ordinateur, j'ai mis ça devant le pavillon, et en 3 minutes, le saxo était sec. Voilà. L'idée est partie de là. Le système D qui était efficace. Voilà. Puis c'est une déformation professionnelle parce que j'étais ingénieur au CNRS et donc toujours dans l'électronique. Et Ça vous manquait d'aller bidouiller un petit peu? Ça me manquait un peu. Et donc on s'est dit avec un troisième collègue, on va déposer un brevet et puis on va faire quelque chose, quoi. Et c'est parti. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Alors après, on a été rejoint par trois autres amis. Oui. Et en fait, cette médaille, je dirais qu'elle revient à toute notre équipe. On a une équipe pluridisciplinaire, chacun y a mis du sien. Et c'était vraiment formidable de partir d'une idée et d'arriver à faire cet appareil. Alors cet appareil un peu particulier, comme ça on voit pas bien comment ça fonctionne. J'ai une petite vidéo qui va peut-être te permettre de mieux comprendre comment marche le Moonlight. À la base, c'est quoi? Là, on voit un assemblage d'éléments en plastique. Oui, donc vous avez un ventilateur qui va extraire l'air humide qui est à l'intérieur de l'instrument. Donc c'est comme une petite soufflerie. Comme une petite soufflerie. Et on la branche sur quoi là? On la branche sur une batterie. Et cette petite soufflerie, il a fallu l'étudier, créer un vortex pour accélérer. Enfin, il y a beaucoup de travail. Oui, ça a l'air. C'est pas simplement un bout de plastique comme ça, voilà, qu'on assemble en deux blocs. Oui. Et puis, vu que notre expert en instruments a vu dans les instruments qui démontaient pas mal de cochonneries, je dirais, on s'est un peu préoccupé aussi de ce problème. On a rencontré des médecins, on en a discuté, on a vu qu'il y avait beaucoup d'articles médicaux qui parlaient du danger de ne pas nettoyer ces instruments, notamment pour les enfants. C'est des nids à microbes très rapidement, j'imagine. Très rapidement. Et donc, on a rajouté des générateurs d'UV qui vont balayer l'instrument et le désinfecter. Et on a fait des tests au centre de bactériologie de l'hôpital pour vérifier qu'on détruisait bien les bactéries, les champignons et les virus. À part ces UV, vous envoyez d'autres produits non. ou pas? Non, on n'envoie pas d'autres produits. C'est juste uniquement l'air des ambiant. UV. L'air, oui, Voilà. l'air ambiant, mais il n'y a pas de... Voilà, donc vous placez l'instrument, vous appuyez sur le petit bouton sur le côté, et 8 minutes après, votre instrument est sec et désinfecté. Alors, Benoît, vous qui êtes dans le milieu des instruments avant depuis pratiquement 4 décennies, personne n'avait imaginé avant vous un système similaire. Non, personne n'avait imaginé ça. On utilisait tous une brosse à dents quand on le faisait, et du pec citron dans le bec et dans l'instrument, mais il y avait toujours autant de microbes. J'ai des exemples incroyables de becs avec 1 millimètre d'horreur dedans. Et quand on souffle dans un instrument avant, dans une clarinette ou un saxo, on a le bec dans la bouche et il faut souffler, mais pour pas avoir ce petit bruit de salive derrière l'anche, on inspire pour faire le son pur. Donc on se auto-alimente de ces cochonneries tout le temps. Donc voilà, donc l'idée est partie du ventilateur de Jean-Pierre, des boîtes d'instruments. Quand l'instrument arrive au magasin, quand on les ouvre pour les réparer, vous sentez vraiment une odeur. Quand l'instrument n'a pas joué pendant 2-3 jours, il reste fermé pendant 2-3 jours, vous sentez une odeur de moisi, quoi. Et c'est souvent. Et est-ce que ce système s'adapte à tous les instruments avant? Oui, on a ça pour 7 instruments. On a les clarinettes basse, flûte traversière et tous les 4 saxophones, soprano, alto, ténor, baryton. On le voit là d'ailleurs sur cette petite Voilà, oui. vidéo qu'on peut l'adapter à tous les instruments. On nous demande toujours si ça marche pour les trompettes, pour les trombones, pour les cuivres. Et ça ne peut pas bien marcher parce qu'il y a plein de pistons et on ne peut pas actionner les pistons pendant la diffusion de l'air, du courant d'air. Pourquoi Moonlight? Ça veut dire quoi ce nom? C'est parce que le premier exemplaire qu'on a fait était fait à partir d'une imprimante 3D et le matériau était transparent, enfin un peu jaune. Dedans, il y a une petite LED qui s'allume.
et ça ressemblait à la Lune. Donc, voilà, Tout simplement. c'est parti. Et le Moonlight, en jazz, il y a un morceau qui s'appelle Moonlight Serenade qui est joué à la clarinette et c'est magnifique. Donc ça tombait bien. Ça tombait bien, voilà. De bonnes raisons. Vous avez expliqué, vous l'aviez testé avec des professeurs au CHU en bactériologie. Est-ce que c'est anti-Covid, par exemple, un système comme ça? Le Covid, c'est plus facile à détruire que des bactéries. Donc, on est parti. ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Ça peut vous... Le constructeur de ces générateurs d'UV a d'ailleurs testé le Covid avec l'université de Corée. Et en 30 secondes, il tuait le microbe, le virus du Covid. Quand on gagne comme ça le concours Lépine avec une invention comme la vôtre, alors il y a le trophée, il y a le diplôme, est-ce qu'il y a de l'argent en parallèle, Benoît? À perdre, oui. À perdre? À faire des arrosages, beaucoup. Non, il n'y a pas de prime pour les meilleures inventions. Non. Qu'est-ce que ça peut vous apporter alors un concours comme celui-là? D'être là avec vous. Oui, déjà, c'est déjà bien. Oui, C'est ça déjà apporte. énorme même. Ça porte, je pense que commercialement, c'est un peu un argument supplémentaire, quoi. Parce que l'idée au-delà de cette invention, c'est de le commercialiser, de le Oui, développer. tout à fait, oui. On a déjà revendu dans une trentaine de magasins en France. On a des magasins de musique qui nous ont fait confiance il y a déjà 1 an de ça. Et ils le distribuent. Ça coûte combien aujourd'hui un système comme celui-là? 129 €. 129 € pour éviter de se galérer, pour ceux qui jouent beaucoup matin, midi et soir, avec Voilà. les brosses à dents Voilà. et tout un Les écouvillons. Oui. tout un système. Il y a un développement qui va être accéléré avec cette récompense? On espère. On vous dira ça dans 1 an. Bon, faudra qu'on vous réinvite. En tout cas, le mot désinfection maintenant est devenu à la mode. Alors vous l'avez dit, vous l'avez imaginé ce système avant la crise sanitaire, avant le Covid. On peut dire que ça tombe presque bien puisque tout le monde fait attention à ce genre de choses depuis 1 an et demi. Là, Benoît, vous m'avez apporté un autre instrument un peu plus imposant qui a, on va dire, un petit peu la même vocation, hein. C'est ça. Ce capot s'appelle Touche Bleue. C'est un capot que j'ai inventé il y a aussi 1 an et demi. Ce capot se pose sur les claviers de piano dans les conservatoires, dans les salles de concert. Et en 3 minutes, vous appuyez sur le bouton et en 3 minutes, il y a une lampe UV à l'intérieur qui détruit tous les virus, bactéries et toutes les cochonneries qui traînent dans le piano. Mais surtout, c'est pas sur le clavier, c'est aussi entre les touches. Il y a des touches en bois, vous verrez, vous avez des touches en bois qui sont toujours bien infectées. Et en 3 minutes, donc les UVC détruisent tous ces micro-organismes. Et ça a aussi été testé à l'hôpital de Grenoble. Ouais, parce que autant une clarinette ou un saxophone, en général, c'est assez personnel, on ne le passe pas à tout le monde. Un piano, notamment dans les écoles, ça passe de main en main. De j'ai main en envie de main, dire. voilà. Bon. Nina, je crois que tu fais du piano aussi, en plus de l'écriture. Est-ce que tu as ce type d'objet chez toi? Non, pas trop. Non? Bon, ça doit être un peu plus compliqué à acheter pour les particuliers. Les particuliers en ont souvent pas besoin. C'est plutôt vraiment les conservatoires qui veulent protéger leur personnel, leurs profs de piano, qui veulent protéger leurs élèves. C'est un peu comme, vous savez, le gars au service technique qui débroussaille avec son rotophile, là, il a des protections, il a un masque, il a des gants, il a des bottes. Et bien, pour protéger donc le personnel, pour pas que le gars se mette en maladie s'il chope la grippe, les gastro et tout ça, on peut utiliser ça pour protéger le prof de piano et les élèves. Et voilà, avec la lumière bleue. Bon, là, ça marche pas, évidemment, on l'a pas branché, mais on branché. voit le néon qui sert ensuite à désinfecter les touches du piano. J'ai essayé de ne pas le casser, sinon, une mission qui va finir par me coûter cher. C'est solide, c'est solide. C'est solide. Bon, là, je vous fais Vous pouvez lâcher. confiance. Il y a d'autres inventions que vous avez en tête Dans les cartons, on a quelques... Pour améliorer un petit Ouais, peu. pour améliorer le Moonlight? Oui. Bon, à suivre. Non, Donc, mais on a j'ai suivre, compris qu'il fallait que je vous réinvite dans 1 an pour savoir si Voilà. il y a eu un effet boost du concours Les Épines. Vous n'étiez pas les seuls Isérois récompensés lors de l'édition 2021 de ce concours. Il y avait aussi un habitant de Vorep, Dominique Kolesnikov, qui s'est fait remarquer avec un système tout simple. Ça s'appelle l'équitable. Je crois que vous l'avez croisé, Benoît, pendant le concours. Oui, il avait le stand derrière nous et on pouvait bien rigoler avec lui. Il était extraordinaire, ce garçon. C'est ça son invention, ce petit support qui permet de faire des parts équitables quand voilà. on coupe une pizza ou un gâteau à la chantilly. Voilà, c'est un gars qui a un bureau d'études et à côté de ça, il fait aussi le camelot sur les foires. Et vous le verrez un peu plus tard à la foire de Grenoble, je pense.
Voilà, pareil, une invention assez simple, mais il fallait y penser. Efficace. Et ça permet de ne pas faire de jaloux, notamment les soirées anniversaires. Hein, tout le monde est servi à la même enseigne. Il a eu la médaille de bronze. Bon, c'est pas l'or, mais c'est déjà une belle récompense sur ce plateau. Merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous, puisqu'on a parlé de gâteaux. Ça me donne envie de me tourner évidemment vers Cédric. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il va nous parler de chantilly aujourd'hui. Et oui, avec Cédric Berthommier, on fait toujours un petit conseil diététique, nutrition, régulièrement en tout cas dans Si on parlait. On va parler, pas du gâteau malheureusement, mais d'arthrose. Cédric, c'est un peu moins sympa. T'expliquais qu'il y avait 10 millions de Français qui sont victimes de ce mal. Donc il y en a 50 à 60 qui ne connaissent pas l'arthrose. Heureusement, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut rappeler ou expliquer ce que c'est ? L'arthrose, en fait, c'est une usure prématurée des cartilages. Donc, les cartilages, c'est ce que vous avez entre deux os, tout simplement. Si on prend la jambe, c'est ce qu'il y a entre le fémur et le tibia. Et c'est ce qui permet que l'articulation, le mouvement se fasse bien. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai que la plupart du temps, c'est l'âge qui fait qu'on a ce cartilage qui s'use et qui se régénère très mal. C'est aussi le problème, c'est qu'on a un capital, si on peut dire. Et puis, du coup, si on travaille, c'est vrai que si on est artisan, si on a un travail de force, si on fait beaucoup de sport, un sport inadapté, puis qu'on a un mode de vie inadapté aussi, on l'use. Et actuellement, on n'a pas encore des solutions. Les solutions de prothèse, la prothèse de hanche fonctionne très bien. Par exemple, la prothèse de genou fonctionne moins bien. C'est plus récent, c'est plus compliqué, mais c'est changer une articulation entière, c'est quand même très compliqué. Et avant de ça, heureusement, il y a quand même pas mal de leviers. Il y a beaucoup de leviers où on peut agir pour éviter cette quand même lourde opération. Hein. C'est changer une articulation, ça ne se fait pas en 30 minutes sur un bloc, c'est plusieurs heures et avec les risques inhérents à un geste chirurgical qui est quand même important. Il y a donc des profils plus à même de développer ce type de... On parle toujours de génétique. Donc c'est vrai que notamment sur l'arthrose des doigts, on s'aperçoit que c'est génétique. Après, la plus grosse des arthroses est cervicale, si on regarde les chiffres. Après, c'est les genoux. La plupart du temps, on n'a pas encore trouvé des choses génétiques sur les grosses articulations, mais c'est clairement une usure. Si vous êtes un artisan, comme je disais, et que vous faites un travail de force ou vous faites trop de sport, une utilisation excessive de son corps fait que vous allez avoir très probablement, irrémédiablement de l'arthrose qui va apparaître au bout d'un moment. On associe souvent l'arthrose au froid. Alors, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou s'il y a une réalité derrière ça. En fait, le froid fait que ça va apparaître tout simplement parce que le froid fige. Ça rend tous les tissus dans votre corps plus serrés, ça se gaine un peu. Donc, effectivement, les frictions et les contraintes ressortent au niveau du froid. C'est pour ça qu'effectivement, comme les jours de froid arrivent, les douleurs, on va dire, rhumatismales ressortent, mais c'est parce que ça resserre les tissus et les contraintes s'augmentent un peu plus. Voilà. Ça veut dire qu'il faut éviter, par exemple, de faire du sport quand il fait froid On peut faire du sport, non, parce que sinon on serait bien embêté l'hiver, mais simplement un peu plus s'échauffer, d'accord. Et surtout, il faut bien écouter son corps, ne surtout pas faire, ça c'est un gros problème où des gens se disent j'ai un peu mal, je prends notamment un antalgique et je vais faire ma séance de sport ou je vais au travail. Et ça, je dirais que c'est mortel parce qu'on masque la douleur. On dit le signal que votre corps émet, que l'articulation émet à votre cerveau pour dire là, il faut s'arrêter ou faire moins, il est complètement biaisé. Et du coup, on abîme encore plus son articulation. On peut être victime d'arthrose très jeune ou ça se développe quand même plutôt après un certain âge ? Normalement, la plupart des cas, c'est quand même après 60 ans. Mais moi, j'en suis une exception parce que j'ai eu de l'arthrose à 15 ans. Donc, c'est quand même très rare. C'est moins de 40 ans, c'est 3% de la population. Donc, c'est très rare. Mais je veux dire, j'ai pu quand même éviter la prothèse de genou. De toute façon, à moins de 40 ans, les prothèses de genou sont changées quand vraiment plus aucune solution a été trouvée. Mais moi, vous voyez, il y a 10 ans, je pouvais... même les jours où il pleuvait, j'avais mal. Et maintenant, en améliorant vraiment mon mode de vie et en faisant des soins sur moi, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Et je m'aperçois qu'avec un mode de vie adapté, j'aurai probablement des genoux moins abîmés que des personnes qui n'auraient jamais fait attention. On va dire dans quelques années, on va dire à 55-60 ans, je pense qu'avec le mode de vie écologique que j'ai pu faire, je serai un peu plus préservé, alors que c'est apparu
Récent, en pleine croissance. très tôt. Donc vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez d'arthrose. Vous évoquiez les leviers pour réduire ou prévenir ce type de problème. Sur quoi il faut faire attention? Il y a plein, c'est évidemment l'alimentation. L'alimentation, comme on dit, est fonctionnelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies. Le cancer également en est une, c'est-à-dire dès qu'on ne mange pas bien, le cholestérol en est une aussi, l'hypertension, le surpoids, le diabète. Donc bien manger, faire des étirements, bien s'échauffer, prendre éventuellement des compléments alimentaires adaptés. Après, on peut faire du kiné. Il y a vraiment plein de leviers. Puis après, on peut essayer de trouver un peu des fois des causes profondes émotionnelles. Maintenant, de plus en plus dans la médecine occidentale, on sait qu'il peut avoir un lien entre un peu une émotion, un choc émotionnel, un décès ou quelque chose comme ça. Qui peut entraîner les... Qui peut, voilà. En fait, pas qui entraîne, mais qui peut déclencher. C'est-à-dire que vous aviez déjà une petite faiblesse et suite à ce choc émotionnel, vous avez les crises peuvent devenir un peu plus importantes, effectivement. Ouais. Est-ce qu'une victoire au concours Lépine, ça peut entraîner crise d'arthrose? Parce qu'il y a de l'émotion aussi. Souvent, la bonne émotion, heureusement, n'a pas cet effet délétère. Non. Bon, j'ai vu aussi qu'on pouvait, ça paraît paradoxal, mais soigner l'arthrose par le froid. Effectivement. Alors, on ne la soigne pas. Actuellement, on ne sait pas soigner l'arthrose. Non. Moi, j'ai fait une opération quand même qui consiste à faire des micro-perforations dans le cartilage. C'est un geste, ça, par contre, très simple, qui peut se faire. Mais on ne sait pas la soigner parce que, dans mon cas, en fait, on fait des micro-perforations dans le cartilage jusqu'à toucher la matrice osseuse. Mais c'est un tissu un peu cicatriciel qui se reforme. C'est toujours mieux que d'avoir de l'arthrose, mais c'est le tissu qui s'est reformé, qui a rebouché ses trous, n'a pas une qualité de cartilage sain. Donc ça permet quand même d'évoluer, d'avoir moins de douleur, mais c'est le froid en fait va diminuer la sensation de douleur. Donc ça ne guérit pas, mais ça limite la sensation de douleur tout simplement. Donc effectivement sur un choc, on peut utiliser le froid pour limiter la douleur, mais on ne guérit pas par le froid. Et les injections d'acide hyaluronique, il y a différentes choses. L'acide hyaluronique, juste pour faire rapidement, c'est le lubrifiant des articulations. Et ça fonctionne, j'ai déjà essayé. Pour ma part, ça n'a rien fait. Par contre, pour les personnes âgées, en général, ça fonctionne. Pourquoi? Tout simplement, moi je donne l'image de la voiture. Si vous avez une voiture que vous avez achetée chez le concessionnaire, vous faites une vidange à 1000 km, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si vous la faites à 100 000, avec une huile bien noire, là, effectivement, le bénéfice est vraiment très important. On va dire pour les jeunes, comme moi, parce que je suis considéré jeune dans cette pathologie, on fera plutôt des injections, ce qu'on appelle de PRP, c'est des plaquettes, qui sont utilisées au niveau de la traumatologie depuis très longtemps, mais maintenant, on peut en faire chez votre médecin. Et ça aide à régénérer du tissu. J'ai vu sur votre site, parce que vous consacrez une page Facebook essentiellement à ça, à l'arthrose et aux solutions pour essayer de soulager ces douleurs, que notamment parmi les aliments, il y avait la spiruline qui pouvait être utilisée. Alors je vous en parle parce que dans cette émission, on voit leurs images. Il y a quelques jours, les promoteurs de la spiruline de Chartreuse, c'est la seule production de spiruline en Isère, cette algue qui se mange et qui est censée être bonne pour la santé. Est-ce que vous confirmez, Cédric? Tout à fait. La spiruline est super pour la plupart des pathologies inflammatoires. Son actif, c'est ce qu'on appelle la phycocyanine. C'est ce qui fait qu'elle apporte tous ses bénéfices. Et dans le cas d'une arthrose, on a régulièrement de l'inflammation. Donc la phycocyanine est vraiment recommandée. En plus d'être ce qu'on appelle un super aliment parce qu'il est riche en plein de nutriments, en plein d'oligo-éléments. D'ailleurs, il y a pas mal de temps, ils essayaient d'en faire des fermes en Afrique pour notamment lutter contre la malnutrition, parce qu'on a vraiment un concentré qui fait qu'on peut lutter contre la malnutrition sévère en Afrique. Après, il faut savoir qu'en Occident, on a aussi de la malnutrition, on est aussi carencé, pas autant, mais bien qu'on a beaucoup d'alimentation, beaucoup de diversité, la plupart des Français sont carencés au moins en vitamine C, en magnésium, en silicium, enfin beaucoup de choses. Il y a d'autres aliments qu'on peut conseiller pour ceux qui commencent à souffrir d'arthrose avec l'arrivée du froid? Effectivement, moi on va dire les 4 best-sellers, si on peut dire, ça serait la spiruline, la vitamine C, qui est en plus pour l'immunité, le silicium, qui est le support de votre cartilage. En fait, votre cartilage est sur du collagène, et votre collagène, souvent, on est carencé en vitamine C, du coup, se fabrique de mauvaise qualité. Et le quatrième, j'ai dit quoi? Une algue, souvent, tout se trouve de toute façon dans la nature, mais une algue d'eau de mer qui s'appelle la Padina pavonica, qui a quasiment une composition identique à notre trame osseuse.
Et de ce fait, voilà, c'est vraiment les 4. Mais il n'y a pas de solution miracle pour l'arthrose. Il faut, comme je l'ai dit, jouer sur plein de leviers. Il ne faut pas s'attendre en prenant un complément alimentaire de repartir comme neuf, si on peut dire, parce que ça met du temps à se régénérer. On voit l'adresse de votre site sur Facebook, cédric.arthrose. Vous proposez même du coaching pour ceux qui veulent vraiment éradiquer cette... Oui, tout à fait. On part sur 4 mois et on va tout regarder. On va regarder donc évidemment l'assiette, on va regarder le mode de vie. Il y a de plus en plus d'études depuis des années sur l'intestin. On sait maintenant que l'intestin qui est très abîmé, peut être un intestin déréglé peut avoir un rôle pro-inflammatoire. Donc c'est-à-dire, alors même que vous avez mal au genou, l'intestin lui-même peut générer des messagers chimiques dans votre corps qui fait que ça va encore augmenter l'inflammation. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur les carences, notamment en utilisant les cheveux. On peut savoir si vous avez des polluants, parce que les polluants notamment peuvent être également pro-oxydants. Voilà, c'est vraiment une panel de choses et on part sur 4 mois d'accompagnement pour absolument tout regarder sur votre mode de vie. Merci. Nina, pas d'arthrose ? Non, Non, pas à mon âge. bon, pas encore. Je ne vous le souhaite pas. Et ça tombe bien puisqu'on va s'intéresser à vous maintenant. Ah ouais, les pépites, c'est notre rubrique réservée aux moins de 25 ans. Donc Nina a 15 ans, donc elle est largement en dessous de la limite. Lycéenne, en seconde. C'est tout à fait ça. Bon, j'ai bien révisé. À quel endroit ? Pierre Termier à Grenoble. Pour ceux qui connaissent Pierre Termier et l'adresse de Télé Grenoble, c'est la même rue, pratiquement. De mon bureau, je vois la cour de récréation, donc je pourrais maintenant surveiller Nina, mais qui a l'air d'être plutôt une bonne élève. Vous habitez à Saint-Martin-du-Riage, sur les hauteurs de Grenoble. Alors, si on vous invite aujourd'hui, c'est que vous faites partie de ces auteurs très précoces. J'ai dans les mains... un roman que vous avez écrit il y a 1 an à peu près, c'est ça ? Oui, pendant le premier confinement. Parce que le matin, du coup, j'avais les cours et tout ça, parce que, voilà, j'avais les cours. En ligne ? Voilà. Et du coup, l'après-midi, en général, j'avais pas grand-chose à faire. Et du coup, voilà, j'ai fait un livre. À 14 ans, il y en a qui font d'autres choses. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là, mais malheureusement, je les vois moins écrire que vous. Il a fallu combien de temps pour sortir un bouquin ? Il y a 200 pages sur ce premier roman. Pour l'écrire, il m'a fallu un petit peu plus d'1 mois. Seulement ? 1 mois et 1 semaine ou 2 semaines, enfin par là, un petit peu plus. Et après, je l'ai envoyé en juillet et il a été publié en décembre. Voilà. L'éditeur a mis plus de temps à le lire que vous à l'écrire. Ça s'appelle 1935, c'est le titre de l'année où se déroule votre histoire, à la fin du mois de juin, sur quelques jours. On peut le présenter, on appelle ça des romans chorales, où vous racontez une histoire avec différents points de vue. C'est déjà complexe comme système de narration pour un premier livre à 14 ans. En fait, c'était pas vraiment en premier. J'en avais fait un avant, mais je l'ai gardé pour moi. Ah. Mais c'est juste... le premier aussi, il était comme ça. Mais c'est juste, je trouve, c'est plus intéressant quand on a une histoire de l'aborder sous plusieurs points de vue que de... Enfin, je trouve que c'est plus intéressant de montrer le point de vue de plusieurs personnages plutôt que d'en montrer qu'un seul en disant oui, ça se passe comme ça, moi je le vois comme ça et du coup c'est comme ça. Enfin, ça permet de prendre du recul un peu sur l'histoire, je trouve. Bon, gardez le premier manuscrit, parce que si vous devenez célèbre, en général, republier comme ça un premier manuscrit qui n'a pas été publié quand on a pris un peu de notoriété, ça peut valoir le coup. Ça se passe à Nice, 1935. Ça aussi, ça peut être étonnant, quand on est une jeune fille du 21e siècle, d'aller raconter son histoire entre les deux guerres. Je ne sais pas trop pourquoi cette année, mais des fois, j'aime pas trop l'époque dans laquelle on vit. Enfin, j'aimerais bien vivre dans une autre époque. Et du coup, depuis que je suis petite, j'aime bien tout ce qui concerne le XXe siècle et tout ça. Enfin, ça m'intéresse. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon décor pour une histoire. Et voilà. 1930, c'est les années folles. C'est vrai que ça pouvait être sympa à vivre. On l'a pas connu, aucun sur ce plateau. Comment on imagine justement une histoire comme ça ? Vous l'aviez en tête depuis longtemps ? Vous vous êtes lancé un peu au hasard, puis c'est venu en écrivant ? Comment vous avez procédé ? En fait, ça dépend des histoires, parce que j'en ai fait plusieurs. Mais des fois, pour celui-là, en l'occurrence, j'avais l'idée depuis, 2-3 semaines. Et un jour, du coup, j'ai un tableau ardoise chez moi. Et du coup, j'ai tout écrit mes idées, et puis après, j'ai organisé un peu.
Et après, j'ai écrit, et à chaque fois que j'avançais dans l'histoire, j'effaçais ce que j'avais écrit. Et après, des fois, il y a des choses qui ont changé. Et en général, je fonctionne comme ça. Enfin, je réfléchis sur papier, enfin, pas sur ordinateur en tout cas, avant d'écrire l'histoire, et après, j'écris. Le livre est sorti depuis 1 an. Comment vous l'avez vécu? Vous disiez que le premier, vous l'aviez gardé pour vous. C'est assez intime, un roman, surtout quand on démarre. Là, tout le monde peut le lire. Vous avez appréhendé ça de quelle façon? Bah, pas d'une façon particulière. Je me suis dit, en fait, ce qui est bien quand on écrit, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, ce qui serait normal. Moi, j'écris moins que vous. Mais, c'est pour ça que je fais de la télé. mais je trouve que quand on écrit, quand on a un jugement sur quelque chose qui est écrit, on va pas forcément juger la personne qui l'a écrit, mais les personnages qui le disent. Et du coup, des fois, ça permet de dire des choses, mais qu'on dirait pas forcément dans la vraie vie. Et du coup, je me suis dit, si les gens ils lisent ça, en soi, c'est pas forcément moi qui... ils vont pas regarder comment moi j'ai écrit, ils vont regarder comment les personnages le disent. Et du coup, ça permet un peu de pas trop se sentir concerné par le jugement des gens en général. Est-ce que votre prof de français l'a lu? Est-ce que vous lui avez envoyé? Est-ce qu'il a lu le livret? Oui, elle les a. J'en ai fait 5 en tout et elle les a tous lus. Ah oui, 5 romans déjà à 15 ans. Mais je les garde pour moi. Ah oui, non, mais vous avez raison. Ça fait 4 pépites à sortir dans quelques années qui vaudront peut-être le coup. Et à chaque fois, elle me. En général, le manuscrit, il était quand même bien fini. Elle me donnait des corrections sur l'orthographe ou des petites choses un peu pas très cohérentes. Et aussi, ma mère est prof de français, du coup, elle corrigeait. Elle jette un œil aussi. Du coup, ça faisait 2 corrections et c'était pratique. Et les copains, les copines, comment ils voient ça? 14 ans ou 15 ans, c'est pas banal d'avoir une copine qui écrit des livres? Ils étaient contents pour moi, ils m'ont dit que c'était une belle expérience, mais que venant de moi, ça les étonnait pas vraiment. Et voilà. Du coup, j'ai plutôt eu leur soutien, ce qui était plutôt bien, j'ai trouvé. Et voilà. Bon, si vous avez déjà 5 manuscrits à 15 ans, j'imagine qu'il y en a d'autres qui seront en projet ou en cours? En fait, ça dépend, c'est pareil, ça dépend des histoires et ça dépend du moment où j'écris. Mais en général, quand j'écris quelque chose, après, j'ai l'idée du livre d'après qui vient. Je me dis, ça, ce serait bien. Mais comme on ne peut pas tout mettre dans une seule histoire, on les garde et après, voilà. Et du coup, à chaque fois, ça vient. Du coup, oui, il y a plein d'histoires un peu dans ma tête. Mais... Quelle période pour le prochain? Je n'ai pas décidé encore. Mais je pense plutôt les années 70. J'aime bien le XXe siècle, donc pourquoi changer? On se rapproche. Puis c'est des très bonnes années 70. On a fait des belles choses pendant ces années-là. Pour l'instant, c'est 1935. C'est le titre de ce roman aux éditions Eddy Livre. On peut le trouver? Comment on peut se le procurer aujourd'hui? Il est sur Amazon, la Fnac, du coup le site d'Eddy Livre. Et il est sur Chapitre aussi. Et voilà. En ligne surtout, on peut le trouver. Pas trop dans les librairies. Très bien. Destiné à être prof de français plus tard? Non. Non, pas prof. Je pense que pour les futurs élèves, c'est pas quelque chose de bien. Il faut faire sa propre voie. Il ne faut pas forcément suivre celle de ses parents. Merci Nina. Bravo. Oui. Comme pour Benoît et Jean-Pierre, on vous réinvitera dans un an pour le 3, 4e ou 5e épisode de vos romans. On va finir cette émission avec le temps additionnel puisqu'il nous reste quelques minutes. Il nous reste exactement 3 minutes 30 pour demander à nos invités de nous livrer quelques idées, les bons plans de sortie autour de Grenoble. Cédric, encore un resto. Encore un resto, forcément. Un diététicien, il conseille des restos, mais des bons restos, forcément, j'imagine. Restaurant Le 5, parce que c'est un resto où l'endroit est sympa. Il y a une démarche sociale qui est super, vraiment. Ils prennent des produits du coin. Et puis Pierre, le patron, qui est devenu un ami, m'a prêté à l'époque son resto pour donner des cours de cuisine. J'ai donné des cours de cuisine pendant 3 ans et demi dans ce beau resto. Et donc, je lui renvoie un peu la balle. Mais c'est vrai que socialement, ils font des choses super pour vraiment aider les personnes dans le besoin. Et c'est vraiment très, très bien. Bravo à
ce qu'ils font. Le 5, on l'a vu sur ces images, c'est le resto du musée de Grenoble. Enfin, en tout cas, il est dans l'enceinte du musée de Grenoble. Et ça a effectivement été le premier resto de l'agglomération, si je me souviens bien, il y a quelques années, à installer ce qu'on voit là, les frigos solidaires, qui permet de mettre à disposition en accès libre des produits frais non consommés pour ceux qui en ont besoin. Dispositif à la fois solidaire et anti-gaspi. On en trouve un petit peu partout maintenant sur l'agglomération. Il y a la Belle Électrique, il y en a dans un autre restaurant qui s'appelle la Pirogue ou à l'association Cuisine sans frontières. Voilà. Alors Nina, là aussi un coup de cœur qui se situe au même endroit, mais c'est pas pour la cuisine, Nina. Enfin, c'est dans le musée. En général, j'aime bien les musées. Du coup, venant de moi, c'est pas très étonnant. C'est une statue qui s'appelle La Comédie. C'est celle-là. Voilà. Et en fait, il y a plein d'œuvres que j'aime bien dans ce musée, mais j'aime bien celle-là parce que elle date du 19e siècle et je trouve, quand on la regarde, il y a un peu un aspect actuel et du coup, je trouve, même si elle date du 19e siècle, on peut quand même se retrouver un peu aujourd'hui dedans. Enfin, pas complètement non plus, mais dans l'idée un petit peu. Et voilà. C'est une statue de Victor Edmond Les Harivelle du Rocher. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Je suis allé plusieurs fois au musée de Grenoble et que je n'ai pas forcément tilté sur la statue. Mais maintenant que vous m'en avez parlé, c'est le but aussi de ce dernier tour de table. Je ferai beaucoup plus attention à la statue La Comédie quand j'irai au musée de Grenoble. Il y a souvent beaucoup d'occasions d'y aller. Puis, puisqu'on parle de livres, il y avait un petit coup de cœur aussi pour une librairie grenobloise. Ouais, j'aime bien la librairie du Square. C'est une petite librairie, plutôt petite par rapport aux autres. Et j'aime bien parce que déjà, c'est une librairie indépendante. Du coup, je trouve que c'est bien d'aller dans une librairie indépendante plutôt que dans autre chose. Et je trouve qu'il y a une ambiance particulière et que c'est un peu une librairie où il y a des vieilles étagères en bois avec des livres un peu empilés partout. Et du coup, j'aime bien y aller. Et voilà. Place Vaucanson, c'est effectivement une bonne adresse et ils reçoivent régulièrement des auteurs en dédicace. Donc peut-être que vous arriverez un jour à faire partie comme ça du planning. Messieurs, je crois que vous voulez un petit coup de cœur musical. Nous, c'est la musique. Forcément. Voilà. Un concert. Voilà, un concert qui... Venez, c'est le 4. Voilà, c'est le 4 à Visil. C'est la rencontre de deux harmonies, l'harmonie de Visil et l'harmonie de Grenoble. Un match, en quelque sorte? Non, c'est... communion. C'est une communion. Première et deuxième mi-temps, c'est ça? Chacun. J'imagine que vous jouez dans un des deux groupes, Jean-Pierre? Oui, je commence Grenoble à jouer. ou Visil? Non, Visil. Visil. Saxophone. Mais il faut venir, oui. Il faut venir parce que c'est vraiment un plaisir pour les oreilles. Alors, c'est le concert de la Sainte-Cécile au Jeu de Paume de Visil. C'est la salle de spectacle de la commune le samedi 4 décembre à 20h30. Et en plus, c'est entrée libre. Oui. Il n'y a aucune raison de ne pas aller écouter ce match des harmonies de Grenoble et harmonies de Visil. Puisqu'on parle de livres, moi aussi, j'ai de petits bons plans. D'abord, celui-ci qui est consacré aux éditions, consacré au territoire, pardon. C'est un nouveau concept, une revue périodique qui se trouve entre le livre illustré et puis la revue classique. Ça s'appelle Pays et cette revue est consacrée au Vercors en ce qui concerne ce numéro. On y parle des savoir-faire de ce territoire avec des portraits d'artisans, des reportages sur les hauts plateaux, la reconversion des sites olympiques, le retour du vautour fauve ou encore le nouveau climatisme, sans oublier, vous le voyez en photo, le célèbre Mont-Aiguille, berceau de l'alpinisme depuis sa première ascension en 1492. Voilà, un survol très complet de ce massif isérois en 170 pages. Je vous le recommande, c'est dans le bon sens, c'est mieux. C'est un concept assez nouveau. Ça coûte 29 €. Ça sort deux fois par an, mais chaque numéro est consacré à un territoire en particulier. Et là, c'était l'occasion d'en parler puisque c'est un territoire isérois qu'on aime bien également. Et puis un titre qui se lance puisque c'est le deuxième numéro. Et puisqu'on parle du Vercors, là, j'ai un autre livre, Nina, je vous fais un peu de concurrence. C'est l'autobiographie de Jean Faure, qui est l'un des plus emblématiques élus du territoire du Vercors. Je vois que Jean-Pierre hoche de la tête. C'est effectivement quelqu'un qui a marqué la vie politique iséroise pendant plus d'un demi-siècle. Ça vient de sortir aux éditions Glénat. Jean Faure, que l'on retrouve également dans un documentaire réalisé par Lucille Dailly pour Télé Grenoble. En voici un petit extrait.
Fils de paysan élevé à la dure, blessé de guerre, syndicaliste agricole, créateur d'un centre de formation, directeur d'un village olympique, il grimpe sans se retourner, il monte les marches de la mairie, du Conseil général, du Sénat, mais garde les souliers dans sa terre, cette terre d'où il puise son inspiration pour construire et guérir. C'est un endroit où on se ressource, c'est un endroit où on se pose. On pose aussi le poids des rivalités, des combats, des blessures. On se cicatrise en quelque sorte. Voilà, le documentaire est à revoir sur le site internet de Télé-Grenoble, comme toutes nos émissions également. Et puis le livre, donc Le Renard du Vercors, c'est son surnom, vient de sortir aux éditions Glénat. Merci à tous. 1935, le livre de Nina Salomon, et puis le Moonlight, inventé par Benoît et Jean-Pierre, lauréat du Salon Lépine 2021. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.